Dans beaucoup des récentes affaires dont on a entendu parler, des affaires de meurtre, des affaires de crimes épouvantables, eh bien, dans beaucoup de ces affaires, on entend parler notamment d'OQTF, de gens qui ne devraient pas être en France, ou alors de gens qui sont franchement fanatisés et pour lesquels on peut se demander ce qu'ils font là. Mais le lien commun entre toutes ces affaires, c'est un problème lié notamment à la justice. Une justice qui libère trop facilement des personnes. Je vous rappelle, récemment, par exemple, vous avez, dans le crime qui a été commis à Grenoble, vous savez, l'agent municipal qui a été tué à Grenoble, eh bien, il s'avère que le criminel a déjà 14 arrestations, 14 condamnations dans son casier judiciaire. J'ai parlé récemment, même chose, d'un OQTF tunisien qui lui aussi avait 14 condamnations à de la prison ferme dans son casier judiciaire, qui aurait dû quitter la France, mais il n'a pas pu assister à son dernier jugement, non pas parce qu'il était dans un centre de rétention et qu'on allait le renvoyer en Tunisie, non, parce qu'il était à sous-préfecture et qu'on était en train de le régulariser. Parce qu'on devait se dire que 14 arrestations, finalement, il méritait bien une régularisation. 14 condamnations, pas arrestation, condamnation. Vous avez récemment Elias, je crois que c'est Dizalen, son nom, qui a appelé à faire une intifada en France, en plein Paris. Le gars abandonne dans un camion et demande à ce que l'on fasse une intifada. Et il est applaudi par plein de fous furieux, une centaine de fous furieux, plus d'une centaine de fous furieux, majoritairement d'extrême gauche, qui trouvent ça merveilleux de se dire qu'on va faire une intifada en France. Enfin, on est chez les fous. Et à chaque fois, en fait, le point commun de tout ça, je trouve, c'est la justice. Une justice qui semble totalement impuissante. Eh bien, vous allez voir, j'ai deux vidéos à vous proposer. Deux vidéos qui montrent que l'une des raisons pour laquelle la justice est impuissante, c'est d'une part parce que les criminels utilisent notre droit contre nous, et d'autre part parce que pour les avocats, c'est un sacré business. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, vous allez voir, pour d'une part que ces gens savent tourner notre droit contre nous, ils le mettent à l'envers, notre droit, c'est le cas de le dire, et d'autre part que pour certains avocats, c'est un business extrêmement lucratif. Ils gagnent un fric absolument fou à rendre la justice impuissante. Alors, on va voir les deux vidéos que j'ai trouvées extrêmement intéressantes. Ah, juste une chose, si vous voulez aider la chaîne, c'est sur la boutique de la chaîne que ça se passe, mais je vous en parle en fin de vidéo. Alors, je vous montre les deux choses qui m'ont marqué, les deux vidéos qui m'ont marqué. Alors, première, là, c'est un tweet de Frontières. Énormément d'avocats ont pu aider à ce que les mosquées salafistes ne soient pas fermées. Elias Dizalem criait déjà Allahu Akbar en 2019 devant le Bataclan. Inutile que je vous rappelle ce qui s'est passé au Bataclan. Et ce monsieur, c'est celui qui a appelé à faire une intifada en plein Paris. Hein, je vous avais peut-être vu, parce que il y a beaucoup de médias quand même qui en ont parlé. En plein Paris, il appelle à faire une intifada. Et ça se passe comme ça, sans problème. Sur ses réseaux, il explique d'ailleurs comment utiliser le droit français contre nous. Donc c'est la première vidéo. Vous allez voir une avocate d'ailleurs qui est très contente d'elle de justement réussir à retourner le droit français contre les Français. Ces avocats, rassurez-vous, mais quoi qu'il en soit, c'est au procureur de la République. Mais visiblement, tout le monde joue avec le droit, donc le procureur jouera aussi. Passionnant ce que vous faites de toute façon depuis le début de l'émission. C'est ce qui explique qu'il y a énormément d'avocats qui ont pu, par exemple, aider à ce que des mosquées salafistes ne soient pas fermées, etc. C'est le grand problème aujourd'hui, justement. C'est qu'il y a des gens comme vous qui utilisent le droit, qui se fondent notamment aussi sur le droit européen pour défendre ces gens-là. Heureusement qu'on utilise le droit, monsieur. Vous qui vous cachez derrière toujours le code. Parlez un par un, s'il vous plaît. Vous jouez depuis le début de cette émission, je connais, je suis scientifique, etc. Là, vous vous cachez derrière le côté, oui, mais j'entends que cette phrase-là. Ce
Ce monsieur, ça fait depuis 2018 qu'on le connaît. En 2019, il était... Là, il parle du salafiste qui a demandé une intifada et qui allait créer Allahu Akbar devant le Bataclan en 2019. Hein. Organisateur justement de la grande marche contre l'islamophobie avec le CCIF, dissous pour islamisme, où il crie à la Wakba justement devant le Bataclan. Ça fait des années qu'on connaît. Et lui justement, il en parle sur son compte Instagram, sa chaîne YouTube. Comment utiliser le droit français, comment utiliser le droit français aussi contre nous justement. Il est dans une logique d'internationalisation du conflit israélo-palestinien. Il est dans une logique même authentiquement soralienne où il va considérer que c'est le grand capitalisme, etc., contre lequel il faut lutter. Il ne se cache pas, contrairement à d'autres islamistes qui ont choisi après 2019 de se tailler la barbe par exemple, d'avoir l'air beaucoup plus présentable. Lui, il assume complètement un salafisme et justement il radicalise les jeunes aujourd'hui. Il est extrêmement intelligent, je ne nie pas justement, et c'est ça qui est dangereux. Et ça n'est pas juste dans cette manifestation qu'on l'a entendu, c'est tous les samedis. Mais là, la donc soit vous ne faites pas votre travail justement, et vous évoquez tout le reste. De ne pas connaître. Alors, on va voir cet échange avec cette avocate est évident. On va voir les commentaires. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un problème avec notre droit. C'est-à-dire que si notre droit commence à empêcher qu'on ferme les mosquées salafistes, il y a un moment, vous voyez, on sait qu'on a des criminels en puissance. On le sait, ils ne sont pas tous les jours, tout le temps malheureusement en puissance. Souvent, ils passent à l'action. On a vu le terrorisme. On a vu les gars armés de couteaux qui allaient poignarder des gens dans la rue. Curieusement, il n'y en a aucun qui dit Jésus est grand ou aucun qui dit vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde, comme dirait Bouddha. Vous voyez, il n'y en a pas un seul. Ils sont tous avec la même phrase dans la bouche. Allahu Akbar. Tous. Donc on sait, on a vu ce que faisait la mentalité salafiste dans d'autres pays. Regardez le Liban. Dans certains pays, on les interdit même. Le Maroc, l'Algérie, vous ne verrez pas de gens comme ça. Par contre, en France, ils sont de plus en plus nombreux. Et notre droit nous empêche de régler le problème. Les Romains avaient une coutume. Enfin, une habitude. Quand je dis les Romains, je parle de la République de Rome, donc jusqu'à Jules César. L'habitude était simple, quand il y avait un danger tellement grand qu'il ne pouvait pas être réglé et que le droit romain devenait un obstacle, empêchait les choses vraiment de se faire. Les Romains désignaient ce qu'ils appelaient un dictateur, le mot vient de là, pour une période limitée et pour une action limitée qui devait être régler le problème. Par exemple, quand vous avez eu une première révolte des esclaves à Rome, eh bien, on est cherché un Romain qui n'était pas un homme politique, qui était certes issu d'une grande famille, mais qui n'était pas du tout un homme politique. Et il a pris la tête des légions, il est allé mater la révolte. Quand vous avez eu quelques invasions barbares, on a utilisé la même chose. Mais en fait, on utilisait le dictateur, une fois qu'il avait fini son travail, une fois qu'il réglait le problème, n'était responsable de rien. On ne pouvait pas aller le rechercher avec du droit romain. Donc, ça permettait justement de dire, on met le droit entre parenthèses et on règle le problème. C'est comme ça, et une fois qu'il avait fini, qu'il avait réglé le problème, il repartait faire son travail normalement. Vous avez eu ça un tout petit peu avant l'ascension de Jules César. Je crois que c'était Sylla, le nom du dictateur, je ne suis pas certain de moi. Mais grosso modo, eh bien, le Sénat est venu le chercher, il était en train de cultiver son champ. Il a dit OK, il est venu, il a pris la tête de plusieurs légions, il a réglé le problème, et après, quand c'était réglé, il a abandonné sa dictature et il est allé recultiver son champ. Problème réglé. Et je me dis de plus en plus que si notre droit est effectivement un problème qui nous empêche de nous défendre contre ces criminels, vous voyez, on ne parle pas de voleurs de pommes, hein, je ne vous parle pas de gens qui font de l'incivilité, je ne vous parle pas de voleurs de pommes, je ne vous parle même pas de petits voyous qui font des conneries dans la rue. Là, je vous parle
de profils terroristes. Là, je vous parle de gros problèmes. Ben, si notre droit nous empêche de réagir et doit nous tuer, je me dis que de temps en temps, il faut peut-être mettre le droit entre parenthèses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me demande si effectivement, il ne faut pas de temps en temps mettre le droit entre parenthèses. Oui, alors, on a ce cas-là qui est le cas extrême. Tout à l'heure, vous verrez aussi le cas des migrants clandestins. Le droit est aussi un problème. Les deux ne sont pas nécessairement liés. Hein, faut pas, dire, tous les migrants ne sont pas des terroristes. Hein, faut pas déconner non plus. Mais dans les deux cas, je trouve que le lien, c'est la justice qui est complètement à côté de la plaque. Il commence au contraire à devenir un problème. On va lire. La balle perdue en direction de Soral, c'était utile ou fair play, vous croyez? Bon, alors là, je sais pas de quoi on parle. Je connais pas Soral, j'ai pas suivi Soral, donc je peux pas trop, je peux pas trop en parler. Le problème, c'est que tu as en face de toi une avocate islamiste, de plus arabe. Elle défendra toujours sa race, quoi qu'il fasse. Possible. Normal, les avocats font leur beurre avec les migrants. Et ça, on va le voir tout à l'heure. Vous allez voir à quel point. Ils ne vont pas cracher dans la soupe, quitte à voir leurs enfants se convertir à l'islam. Bon, ça, voilà. Et vous allez voir qu'effectivement, ils font leur beurre énormément là-dessus. Deuxième extrait. Les plus gros complices, si j'ose dire, c'est les avocats. Ils sont rémunérés via l'aide juridictionnelle. C'est une énorme source de revenus pour eux, puisque quand on est entre 5 à 15 OQTF contestés par jour, c'est eux qui vont récupérer environ 600 € par affaire. Donc là, on a le témoignage d'une employée d'un tribunal administratif travaillant dans une chambre spécialisée sur les obligations de quitter le territoire français qui confie son témoignage. Alors on va voir ce qu'elle dit exactement sur ses avocats et sur le business des avocats. Et on va retrouver ce que je pourrais considérer comme les plus gros complices, si j'ose dire, ça va être les avocats. Donc ils sont rémunérés via l'aide juridictionnelle, donc c'est une énorme source de revenus pour eux, puisque quand on est entre 5 ou 15 OQTF contestés par jour, c'est eux qui vont récupérer environ 600 € par affaire. Ces avocats 600 € par affaire, si vous en avez que 5, si vous avez dit que 5 à 15, donc on va dire 10, ça vous fait quand même 6 000 € par jour de potentiel. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, quand on leur explique que la justice va durcir les règles d'accès à l'aide juridictionnelle, on va les retrouver en train de manifester dans les journaux, en train de dire qu'on refuse l'accès à la justice à certaines personnes. Alors, j'aimerais bien savoir ça, ce que vous en pensez, vous voyez? Bon, mon idée du dictateur, on est d'accord, c'est quasiment impossible en France, mais ce que je voulais montrer, c'était que les Romains, eux, avaient trouvé une solution. Je dis pas que c'est la bonne, je dis qu'eux, ils avaient une solution. C'était le dictateur qui réglait le problème et qu'après, on ne pouvait pas le poursuivre par la suite. Bon, jusqu'au dernier dictateur qui a été finalement César et qui, lui, n'a pas rendu le pouvoir. Donc la solution est imparfaite. Donc, mais voilà, c'était pour évoquer que les Romains avaient mis en place une solution. Mais là, par exemple, l'aide juridictionnelle. Tu es rentré légalement sur le territoire. Légalement. Donc tu as le droit d'y être. Que dans ce cas-là, l'État paye ton avocat quand tu as un souci. Ça peut s'entendre. Mais tu es rentré illégalement. De manière illégale. Pourquoi l'État paye ton avocat? C'est une vraie question. C'est-à-dire, on ne t'a pas invité. On ne t'a pas dit que tu avais le droit de venir. Alors pourquoi on paye ton avocat? Moi, je me demande, vous voyez, première chose, si on ne pourrait pas tout simplement dire, bah, écoutez, l'aide juridictionnelle, c'est réservé à ceux qui habitent en France légalement. Pas uniquement les Français, tous ceux qui habitent en France légalement ont le droit à l'aide juridictionnelle. Par contre, vous êtes venu légalement, cassez-vous. Hein.
Vous voyez, parfois, je me demande pourquoi on se fait des nœuds au cerveau, quoi. T'es venu illégalement, casse-toi. Point. Enfin, voilà, alors peut-être que vous allez me trouver un peu limité, c'est possible, mais t'es venu illégalement, casse-toi. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, ce qu'elle nous dit, bah forcément, ces avocats qui se retrouvent avec 5 à 15 affaires par jour, payés 600 € par affaire, ils n'ont aucune envie à ce qu'on limite l'aide juridictionnelle. Ils n'ont aucune envie qu'on dise attendez, on arrête de payer pour les gens qui sont rentrés illégalement. Ils n'ont aucune envie puisque c'est leur sous. C'est leur sous-sous. Pensez bien que non, ils défendent leur gagne-pain. Refuse l'accès à la justice à certaines personnes et dans les faits c'est juste des personnes qui vont piller l'État pour produire 3 feuilles de défense. Savoir aussi que c'est les mêmes avocats qui ne viennent pas aux audiences. Eux vont avancer que c'est parce que c'est peine perdue et que la justice est raciste et anti-migrants, etc. Alors qu'en fait eux ça les importe peu parce que les 600 € ils les toucheront dans tous les cas. Donc on a vu des avocats. C'est quand même enfin on est d'accord, c'est quand même hyper limite. C'est quand même hyper limite, comme les avocats qui défendent des mosquées salafistes. C'est quand même hyper limite de voir ces avocats qui se gavent aux frais de l'État, qui pillent l'État et qui vont même pas à l'audience parce qu'ils savent, parce que c'est bon, ils ont touché leur argent. Ils le font même pas parce qu'ils aiment les pauvres migrants, parce qu'ils trouvent qu'il faut aider les pauvres clandestins. Ils en ont rien à foutre. Rien. Ils ont touché leurs 600 €. La vie est belle. On arrête. Bon, on va pas non plus se déplacer. Attendez, on a autre chose à foutre. Hein. Les avocats s'indignaient quand l'aide juridictionnelle n'était pas accordée sous prétexte que le droit à l'accès à la justice était bafoué. Mais en fait, c'est juste leur gagne-pain qui était bafoué. C'est impressionnant. Je vous laisse réécouter une seule fois. Je suis désolé, j'ai interrompu plusieurs fois, mais je vous laisse écouter une seule fois. Et on va retrouver ce que je pourrais considérer comme les plus gros complices, si j'ose dire, ça va être les avocats. Donc ils sont rémunérés via l'aide juridictionnelle, donc c'est une énorme source de revenus pour eux, puisque quand on est entre 5 ou 15 OQTF contestés par jour, c'est eux qui vont récupérer environ 600 € par affaire. Ces avocats-là, quand on leur explique que la justice va durcir les règles d'accès à l'aide juridictionnelle, on va les retrouver en train de manifester dans les journaux, en train de dire qu'on refuse l'accès à la justice à certaines personnes. Et dans les faits, c'est juste des personnes qui vont piller l'État pour produire 3 feuilles de défense. Savoir aussi que c'est les mêmes avocats qui ne viennent pas aux audiences. Eux vont avancer que c'est parce que c'est peine perdue et que la justice est raciste et anti-migrants, etc. Alors qu'en fait, eux, ça les importe peu parce que les 600 €, ils les toucheront dans tous les cas. Donc on a vu des avocats s'indigner quand l'aide juridictionnelle n'était pas accordée sous prétexte que le droit à l'accès à la justice était bafoué. Mais en fait, c'est juste leur gagne-pain qui était bafoué. Alors, même chose, hein, l'accès à la justice. T'es venu illégalement, est-ce que tu as accès à la justice? Non, tu dégages. T'es venu, encore une fois, hein, je fais une grosse distinction entre t'es venu légalement. T'es venu légalement, t'as le droit à tous les services de l'État. C'est comme ça, puisque tu es venu légalement. On t'a autorisé à venir, on assume. Tu es venu illégalement, moi je sais même pas si tu as le droit à la justice, hein, tu dégages, c'est tout. Enfin bon, mais c'est peut-être mon... Voilà, j'ai peut-être une mauvaise vision, hein, dites-moi, hein, mais... Entre les juges qui nous imposent leur politique et les avocats qui profitent allègrement du système, les délinquants ont un avenir assuré en France. Mais bien sûr, c'est un peu pareil que pour l'AME, les médecins et hôpitaux qui font leur beurre et ne veulent surtout pas que ça s'arrête. On peut se demander, oui, effectivement. Mais même chose, vous voyez, l'AME pour quelqu'un qui est venu légalement. OK, parce que vous avez des vrais réfugiés, hein, il y a des vrais gens, je veux dire, il y a des femmes qui n'ont peut-être pas envie d'habiter en Afghanistan ou en Iran. Donc qu'on les protège, elles, ça me paraît pas fou. Vous voyez, qu'il y ait une AME pour elles, ça me paraît pas fou. Des homosexuels qui savent comment ils finiront s'ils continuent à habiter en Afghanistan, en Iran ou même en Palestine. Donc ça me semble pas fou. Donc les gens qui viennent légalement, qui aient le droit à l'AME, qui aient le droit à la justice et au service, je trouve ça normal. On a reconnu qu'ils avaient le droit d'être là. Par contre, ceux qui rentrent illégalement, je me demande vraiment si on doit leur payer l'AME.
l'aide médicale d'État. Je me demande vraiment si on doit leur assurer la justice. Ou si c'est, écoute, t'es arrivé, tu dégages. Point. Pas de discussion. Ça me semble pas fou, je me trompe peut-être, mais ça me semble pas fou. Je comprends pourquoi une de mes cousines, devenue avocate récemment, que je ne connaissais pas très politisée, est devenue soudainement une militante ardente, souvent absurde sans ses arguments, des sans-papiers. C'est son tiroir-caisse qui parle. Je pense, je ne connais pas ta cousine, mais je pense que pour beaucoup, c'est le tiroir-caisse qui parle, on est bien d'accord. Bon, 600 €, c'est moins, mais ça assure un minimum à l'avocat. Vous prenez 10 affaires à 600 €, ça vous fait 6 000 €. Vous avez fait 10 affaires dans le mois, c'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal comme revenu. Il y a beaucoup de Français qui aimeraient gagner ça, hein. Entre ça et les divorces, ça paye les vacances. Je comprends mieux la foule d'avocats immigrationnistes au barreau de Paris qui défilent sur Twitter. Business is business. Moi aussi, ça m'a beaucoup surpris de voir autant d'avocats sur Twitter défendre autant les sans-papiers. Ça y est, je ne l'avais pas compris, mais là, je commence à voir qu'effectivement, c'est bien, quand on est avocat immigrationniste, de défendre les sans-papiers. Ça y est. C'est pareil pour l'ASE et les placements abusifs. Trop de mères désenfantées et d'enfants innocents au profit d'un système pervers, vicieux et pédosatanique. Ouais, alors là, je ne sais pas de quoi on parle. Non, alors là, je ne le dis pas parce que... Ok. Je suis désolé. Quand je ne comprends pas, je préfère pas parler parce que puis, dès qu'il y a satanique... Honnêtement, mettez pas satanique jamais dans vos commentaires, vos trucs, parce que vous passez pas pour des gens très équilibrés. Même si on peut croire au diable, hein, mais voilà, évitez parce que ça devient inaudible en fait, ça devient complètement inaudible. Vous voyez comment j'ai réagi? Je lis sataniste, je dis ok, je passe au suivant. C'est inaudible, donc il y a des choses, évitez de les dire, même si vous les pensez très fort, même si vous avez raison, évitez de les dire. Le système en France est intrinsèquement immigrationniste, effrayant. Merci pour ce témoignage, c'est assez connu chez les juristes, mais pratiquement pas en dehors. Moi, je ne le savais pas du tout. Je ne le savais pas du tout. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous le saviez. Moi, je ne le savais pas du tout. Vive ces avocats qui luttent pour la dignité humaine. Bon, peut-être, non, mais peut-être que c'est la dignité humaine. Je ne sais pas. Je t'en fais une autre. Bonne continuation. Ah oui, très beau. Effectivement. Très beau dessin. Jacques Desproges, ah oui, avec ce même des avocates immigrationnistes. Un proche des tueurs de Crépol. Je vais vous dire la vérité, je m'en bats les couilles et ça m'attriste pas. Vous croyez que je vais chialer pour un mort, bande de tapettes. Ah, je me rappelle de cette vidéo. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu à l'époque. Vous savez, Crépol, c'est là où c'est dans la Drôme, où des jeunes de banlieue qui sont recherchés pour plein de trucs, enfin, qui ont une sacrée mauvaise réputation, sont venus attaquer une fête de village et ont tué Thomas. C'est Thomas, hein, je suis presque sûr. Regardez derrière ce qui se dit. Ça n'a pas encore été jugé. Hein. On a... Si, les Quadra et les Quinca qui ont fait des messages sur Facebook et sur Twitter pour dire qu'ils n'étaient pas du tout d'accord, qu'ils trouvaient que ça horrible et qui ont donné des noms des agresseurs présumés, eux, ils ont été jugés, ils ont été tous condamnés à de la prison. Hein. Par contre, pour le meurtre, il n'y a pas encore eu de jugement. Non, c'est moins grave, c'est moins grave. Mais wallah, ça reste des petits de chez moi, ça reste mes voisins, ça reste mes potes. Et déjà, avant que je parle, je reçois des messages comme quoi, soi-disant, c'est moi je les ai envoyés, soi-disant, c'est moi je me suis mêlé. Je vais vous dire la vérité, je m'en bats les couilles et ça m'attriste pas. Dans le sens où il y a un nettoyage ethnique qui se fait à l'autre bout du monde, il y a une razzia qui se passe au Congo, et vous croyez vraiment ça va m'attrister un décès et 7 blessés. Mais vous êtes des malades, vous, quoi. Vous êtes des tartés. Certes, le petit, ça fait mal au cœur, il n'avait pas à mourir.
C'est la vie, vous voulez que je vous dise quoi? Moi, je vais aller pleurer. Dans ce cas-là, on pleure pour tout le monde, sinon on pleure pour personne, bande de tapettes. Mais wallah. Ben, il est charmant, on a envie de s'en faire un copain. On a envie de s'en faire un copain de ce petit garçon. La poule aux œufs d'or, oui, c'est ça, c'est la poule aux œufs d'or. Écoutez, voilà. Je crois qu'on a fait le tour, mais ce que je voulais évoquer là, c'est que l'un des gros problèmes que l'on a en France est lié à la justice. L'un des gros problèmes, plusieurs des gros problèmes qu'on a en France est lié à la justice. Les gens qui sont libérés alors qu'ils ont des casiers judiciaires longs comme le bras, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Les OQTF qui ne sont pas exécutés, on en exécute 8%. 8%, Macron avait promis 100%, on est à 8%. Les salafistes qui ont le droit maintenant d'aller hurler en plein centre de Paris pour qu'on fasse une intifada, qui ont le droit de faire à peu près ce qu'ils veulent et qui sont défendus par des armées d'avocats. On a un véritable problème avec la justice en France, qui est extrêmement dur si vous faites du 52 km/h au lieu de 50, mais qui est incapable de mettre en prison des multirécidivistes. On a un sacré problème avec les avocats en France, qui parfois défendent des causes indéfendables, et surtout, on le voit, qui parfois ont trouvé un business, le business de l'OQTF, par exemple, le business de l'immigrant illégal. Je suis sûr que si on cherchait même chose sur le terrorisme, etc., on trouverait aussi des business comme ça. Et je ne sais pas comment on doit réagir. J'aimerais que vous me disiez comment on doit réagir. Est-ce qu'on ne pourrait pas, déjà, sans parler du système du dictateur, mais est-ce qu'on ne pourrait pas déjà dire, écoutez, vous êtes rentré illégalement, vous n'avez pas le droit à la médecine, vous n'avez pas le droit à la justice, vous dégagez. T'es illégalement en France, on te chope, on te dégage, point. Point. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de médecine, il n'y a rien. En Algérie, c'est comme ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il y a eu 20 000 subsahariens qui se sont fait choper par la police algérienne et qui se sont retrouvés dehors, côté Niger, très rapidement. Et ça a été en 8 mois. Cette année, en 8 mois, 20 000. Ils ne sont pas passés par la justice. Évidemment, ils n'avaient pas le droit aux soins ni à rien. C'était dégagé. Vous n'avez rien à faire ici, on ne vous a pas autorisé à venir. Et ben moi, je me demande si on ne devrait pas faire la même chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tu es venu de manière illégale, tu dégages. Tu n'as pas le droit à la justice, tu n'as pas le droit à la santé, tu n'as le droit à rien. On ne t'a pas autorisé à être là. Donc tu dégages. Et ensuite, pour des cas comme le terrorisme, moi, je me demande vraiment s'il ne faut pas rentrer dans des mesures, évidemment, mis en place par l'État. Je ne dis pas que c'est chacun qui doit faire ça devant chez lui, mais mis en place par l'État, des mesures qui se rapprocheraient de ce que faisait la Rome antique. C'est-à-dire, là, on est sur des cas de terrorisme, c'est hors champ normal. C'est hors champ normal de la République. Et donc, il y a des pouvoirs spéciaux qui permettent d'agir réellement, rapidement et efficacement. Hors des tribunaux, hors de tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, eh bien, si vous voulez aider la chaîne, c'est la boutique, donc la boutique DME. C'est la chaîne YouTube Onglet Boutique. Et si vous êtes à l'étranger, hors de France, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Et sur la boutique, vous trouvez des polos comme celui-ci, des mugs comme celui-là, des t-shirts, des sweats. Ça se vend beaucoup en ce moment, les sweats, il fait un peu froid. Des pantalons, des casquettes, des bonnets. Plein de produits, y compris des bavoirs pour enfants, etc. Donc, vous avez vraiment beaucoup de produits différents. Et si vous avez juste un petit don à faire parce que vous voulez soutenir la chaîne, vous n'avez pas beaucoup d'argent pour acheter un mug ou un truc comme ça, vous achetez juste un autocollant.
un sticker, un magnet que vous mettrez sur votre frigo. Ça ne vous coûtera pas plus cher qu'un Tipeee. Moi, je me sens mieux de vous vendre un magnet que de vous vendre un Tipeee. Donc, enfin, que vous demandez la charité sur Tipeee, mais ça n'engage que moi. Hein. Je n'ai rien contre contre les gens qui le font. Mais voilà, ça ne vous coûtera pas plus cher qu'un Tipeee et vous aurez un souvenir de DME. Donc, on sera tous les deux contents. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt.